Les projets solaires résidentiels vont drastiquement augmenter au Québec en 2026, grâce notamment aux subventions annoncées par Hydro-Québec. Et pour aider les particuliers à mieux s'y retrouver, on va passer ensemble en revue toutes les étapes d'un projet résidentiel, du premier contact jusqu'à l'installation. Et pour l'occasion, je suis rejoint par Fred d'Altenergy qui va nous expliquer quelles sont toutes les étapes nécessaires pour réaliser un projet solaire au Québec en 2026. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur la chaîne de Solutions Autonomie, toujours pour parler solaire. Et avec mon invité que vous avez sans doute vu pour ceux qui sont déjà abonnés sur la chaîne depuis longtemps, Fred Lavoie d'Altenergy. Salut Fred. Oui, bonjour, ça va bien? Ben ouais, ça va et toi? Ben oui. Vous aviez vu Fred il y a un an, on avait fait un épisode sur tout savoir sur le solaire. On avait parlé de solaire raccordé réseau, hors réseau, etc. Et aujourd'hui, on va aller plus en détail sur le solaire raccordé réseau. Pour une bonne et simple raison, c'est que d'ici quelques mois, on devrait normalement avoir de belles subventions de la part d'Hydro-Québec, ce qui va donner lieu à plein de projets résidentiels. Donc c'est de ça dont on va parler un petit peu tous les deux. Avant qu'on commence, est-ce que très rapidement tu peux rappeler un peu qui tu es puis qu'est-ce que fait Altenergy? Ben oui, Frédéric Lavoie, copropriétaire d'Altenergy. Ben Altenergy, on conçoit, on vend et on installe du matériel d'énergie solaire, que ce soit réseau, hors réseau. On fait aussi des systèmes de batterie backup, en fait tout ce qui concerne la production et le stockage d'énergie alternative, mais particulièrement en énergie solaire. Et vous êtes à Alma. Exact. On est à Alma d'ailleurs parce Oui, que exact. on est dans vos bureaux. Comme je le disais, 2026 normalement des subventions d'Hydro-Québec. On va peut-être pouvoir en redire un petit mot peut-être pour rappeler ça. Ce qui a été dit, c'est que ça serait normalement $1,000 par kilowatt crête installé jusqu'à concurrence de 40%, c'est ça? Ouais, exact. En fait, le plus bas entre 1 kilowatt de puissance maximum de PV ou 40% de la facture, c'est ce qu'on a comme information jusqu'à maintenant. Donc on croise les doigts pour que ça arrive rapidement. Au jour où on est en train d'enregistrer, on est en novembre 2025. Donc si vous regardez cette vidéo en 2027, vous pouvez avancer un petit peu. Donc ce qu'on veut essayer de faire aujourd'hui avec toi, Fred, c'est d'essayer de voir comment en fait à quoi ressemble un projet solaire résidentiel au Québec en 2025. On anticipera aussi effectivement ces fameuses subventions. Quand tu as entendu ces annonces de subventions, c'était un peu quoi ton sentiment Ben c'est positif. Je veux dire, à première vue, c'est une super nouvelle pour notre domaine. C'est un bon vent d'eau, comme on peut dire. On a en fait, c'est l'incertitude qui est difficile pour le domaine de l'énergie solaire au Québec parce qu'on sait qu'il s'en vient des choses. Mais le fait qu'on clarifie un petit peu, qu'on mette un horizon, ben ça permet aussi de nous rassurer. Mais en même temps, on a hâte que ce soit plus concret, plus définitif. Donc en ce moment, j'imagine que vous avez quand même des particuliers qui vous appellent pour essayer de savoir un peu ce qui Absolument. se passe. Donc un peu, j'imagine comme tous les installateurs au Québec, c'est quoi une pause en fait en disant attendez, il va y avoir des subventions ou En fait, surtout pour ceux qui veulent faire de la production solaire en mesurage net sur réseau, tu sais, c'est sûr que nos activités sont quand même assez larges. Donc, il y a plein de projets qui peuvent se rendre à échéance puis il n'y a pas encore non plus d'annonce, mais pas à court terme d'annonce sur les batteries. Ouais. Donc le hors réseau, les subventions ne concernent pas le hors réseau de toute façon. Exact. Puis les systèmes de batterie de backup, exemple, pour l'hiver qui s'en vient, ben tu sais, je veux dire, il y a rien qui nous permet Ouais, on n'a pas entendu dire que... C'est ça, exact. Fait qu'il n'y a pas de retard là-dessus. Mais oui, effectivement, pour les projets solaires en mesurage net, ben on est mieux d'attendre en ce moment, d'avoir des nouvelles plus concrètes. Là. OK. Donc, en gros, on va passer de l'étape 0 à la dernière étape d'un projet solaire. On commence évidemment par l'intérêt un petit peu du client. Comment ça se passe de votre côté? Les clients vous appellent? Est-ce qu'ils connaissent déjà? Est-ce qu'ils ont entendu dire des choses? C'est quoi vraiment la toute première étape? Ben, il y a deux portes d'entrée vraiment dans le solaire réseau. Il y a une porte d'entrée qui est plus les gens qui recherchent la sécurité et la résilience. Dans ce cas-là, ces gens-là... souvent, ils souhaitent protéger leur système ou une partie, en fait, de leurs équipements, là, des congélateurs, une pompe, ce genre de choses-là. Donc, en cas de panne? Exact. Puis le solaire devient un peu la partie B du projet. Tu sais, c'est comment rendre rentable mon système tant qu'à avoir déjà les équipements en place. Donc ça, c'est des projets que vous faites déjà, en fait, finalement. Exact. Donc ces clients-là, souvent, on va partir par définir le besoin en backup. Puis après ça, le solaire, ben c'est quoi l'espace qu'on a, c'est quoi les onduleurs qu'on utilise, puis on va maximiser. Si c'est vraiment du solaire purement et simplement en mesurage net pour produire le maximum possible. Donc réduire sa facture. Exact. On demande la facture, on demande aussi
les dimensions, l'adresse, un profil de consommation un petit peu. Est-ce que c'est plus en hiver ou en été qu'on a des pointes pour essayer de voir sur une année complète là, c'est quoi la production possible? Parce que l'objectif en mesurage net, c'est de ne pas dépasser la consommation annuelle de sa maison. exact. Ouais. Mais c'est souvent au Québec l'espace disponible qui va nous limiter. Donc, rapidement, on va aller voir les contraintes liées à l'installation, donc l'orientation, les ombres, ainsi de suite. Fait qu'on demande d'avoir déjà dès la première rencontre, idéalement, une facture avec un historique de 12 mois, l'adresse, puis souvent, mais nous, ça nous permet de se situer s'il y a des enjeux physiques aussi. Là. OK. Donc peut-être aussi, est-ce que vous vous renseignez par rapport au plan d'urbanisme aussi des municipalités? Ben, à la première rencontre, on peut aller voir, mais règle générale, on va évaluer un peu plus parce qu'il y en a pour qui c'est super clair, mais il y a encore des municipalités pour qui c'est pas nécessairement si défini. Ouais, c'est très flou. Exact. Donc, mais pour être franc, dans les dernières années, on a très peu de difficultés quand c'est des projets qui sont censés. Si on recule d'il y a 5 ans, 10 ans, c'était peut-être pas ça, mais aujourd'hui, ça va relativement bien. Là. OK. Donc, on va revenir là-dessus un petit peu plus tard. Donc, les premiers rendez-vous clients, c'est quoi, comme tu dis, toutes les informations dont tu vas avoir besoin pour avancer dans le projet? Donc, tu disais la facture hydro. Ouais. La place en toiture. Est-ce qu'il y a des ombres, des obstacles? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous regardez? Ben, les contraintes physiques aussi liées à l'installation. Donc, si c'est une maison qui est déjà existante, si on a un plan de la maison, c'est encore mieux parce qu'il faut que le câble puisse se rendre au panneau électrique ou en tout cas à la salle électrique éventuellement. Donc tu conseillerais à des gens qui ont peut-être les plans de leur maison, peut-être de fournir à son installateur aussi. Oui, ça nous aussi, aide absolument. Si c'est une toiture assez conventionnelle, dans une maison conventionnelle, généralement, on trouve des solutions sur place, même si on n'a pas été voir avant. Fait que c'est pas nécessaire de toujours passer. Mais quand il y a des situations un peu plus ambiguës, quand on a des réponses qu'on n'est pas capable d'avoir en amont, ben on préfère parfois faire passer un installateur ou quelqu'un de l'équipe pour aller voir sur place. Mais c'est vraiment si on parle de mesurage net, c'est vraiment des données qui sont faciles à aller chercher. D'ailleurs, justement, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu quel est le fonctionnement du mesurage net? En fait, le mesurage net, c'est vraiment, le nom le dit, là, c'est on regarde notre consommation versus notre production nette. Si on veut, c'est que on est habitué d'être facturé avec Hydro-Québec sur nos kilowattheures qu'on consomme. Quand on utilise le mesurage net, c'est qu'on va aussi rejeter de l'énergie, le renvoyer dans le réseau. À ce moment-là, on est facturé sur le net qu'on va... Donc, c'est du 1 pour 1, c'est-à-dire qu'un kilowattheure sera donné sur le réseau et soustrait sur la facture du client, en fait, au bout de l'année. Ce qu'il faut faire attention dans nos évaluations, c'est le moment aussi, parce que, vous savez, il y a 2 tarifs avec Hydro-Québec, là. Il y a un tarif en bas de 40 kWh journalier, il y a le tarif en haut. Fait que si je suis plus souvent en bas qu'en haut, ben mon tarif de remise va être plus faible. Donc, c'est des petites choses à prendre en compte. Puis, il y a aussi différents programmes. Pour l'instant, en tout cas, à part quelques exceptions qu'on a vues, mais règle générale, si on est sur des programmes spécifiques, en installant le mesurage net, ça peut réduire l'accès à certains programmes. Fait que c'est de faire attention aussi à ce côté-là. Quand on calcule la rentabilité d'un système, ben, c'est de prendre en compte la tarification sur laquelle le client est déjà, puis d'évaluer aussi les impacts que ça va avoir. OK. Sur ce mesurage net aussi, il y a le fonctionnement par rapport à ces fameux crédits. En fait, c'est des crédits de kilowattheure. Ouais. Ils sont valables 2 ans, c'est ça? Oui, présentement, c'est que tu as 2 ans, en fait, pour... l'exemple facile, c'est si je surproduis durant mon mois de juillet, qui est un mois où il va y avoir une production généralement qui est élevée puis une consommation qui est plus faible, ben, si je surproduis durant ce mois-là, ben, mon compte va tomber potentiellement au négatif. Mais j'ai 2 ans ou 24 mois roulants là, où est-ce que je peux utiliser ces crédits-là. Donc, il faudrait pas que je sois négatif pendant 2 ans, sinon... Tu les perds, en fait. Perds, exact. Ouais. Donc, c'est gratuit pour Hydro-Québec. Ils prennent des kilowattheures et ils te rétribuent pas pour te les avoir donnés, quoi. Pour le moment, c'est ça. Donc, le programme actuel, il n'y a pas de système, il n'y a pas de véhicule qui permet de faire de l'argent au-delà de de la consommation du client. Donc, j'imagine que toutes ces informations, il y a un moment, il va falloir que vous les donniez au client. Exact. Donc, si je résume, l'étape, c'est vous commencez à préqualifier un petit peu le client, vous lui donnez un petit peu des informations, puis vient le moment des calculs.
c'est quoi qu'on doit retrouver dans une soumission? C'est à quoi doit s'attendre un particulier québécois à avoir dans une soumission d'un installateur solaire comme En fait, c'est une question, même nous, qu'on se pose aussi des fois comme détaillants, dans le sens où nous, on a une habitude de détailler de façon très avancée très nos précise, soumissions. Ouais, exact. Mais je pense pas que c'est le cas de toutes les soumissions, puis ça veut pas dire qu'ils sont nécessairement moins valables. Pour nous, je pense que ça nous aide à être précis dans nos évaluations. Puis, étant donné qu'on vient aussi du domaine du hors réseau, c'est une façon de faire qui est peut-être plus commune dans ce type d'installation-là. Fait que ce qu'on s'attend au moins d'avoir, c'est d'avoir les panneaux qui sont prévus, la puissance. Le modèle, c'est peut-être pas nécessaire à 100%, mais à titre de comparaison, ça peut être intéressant. Oui, si le client veut comparer plusieurs marques, par exemple. Exact. Il y a quand même des gammes dans les panneaux, puis si on veut s'assurer que les soumissions qu'on reçoive soient comparables, en fait. Ouais, comparer des pommes avec des pommes, évidemment. Là, exact, c'est ça. Fait que c'est bien d'avoir peut-être de l'information là-dessus, mais l'information prioritaire, c'est vraiment d'avoir le nombre de panneaux, la puissance totale, les onduleurs utilisés, s'assurer qu'ils soient conformes. Puis peut-être aussi des variables qui permettent de est-ce que c'est clé en main? Est-ce que le câble est calculé à l'intérieur? Est-ce que le raccordement mon panneau électrique, la demande de mesurage net? Donc, il y a quand même beaucoup de choses. Puis nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a certains installateurs qui incluent beaucoup de choses d'emblée, puis il y en a d'autres qui ne l'incluent pas nécessairement, puis qui vont l'ajouter à la fin. Fait que quand on compare... Des options presque... Exact. Fait que quand on compare, c'est bien d'avoir vraiment l'information puis de poser les questions, en fait. C'est bien d'avoir le panneau onduleur, c'est souvent ce qu'on veut savoir parce que c'est avec ça qu'on va comparer. C'est ça qui fait une grosse partie du prix. Mais tout l'équipement autour est important. Puis aussi les équipements de protection. C'est de savoir de quelle façon, il y a différentes façons de protéger un système qui sont toutes conformes. Exactement ce que j'allais dire. Est-ce que tu respectes la norme imposée aussi au Québec, quoi? Ouais, parce qu'il y a deux normes, en fait. Il y a la norme électrique. Il faut s'assurer d'être toujours conforme, mais il y a aussi la norme de raccordement. C'est qu'Hydro-Québec, il y a une norme qui nous permet de s'assurer que les équipements sont conformes puis qui vont être aussi admissibles pour le programme de mesurage net. Donc, ça nous prend ces deux conformités-là. C'était une question pour après, mais est-ce qu'on peut aller un peu plus en détail justement sur ces normes? Je sais qu'il y a des normes électriques qui ont changé il y a quelques mois. Oui. Parce que le solaire prend de plus en plus de place au Québec. On peut aller un peu plus dans le détail on va pas rentrer trop dans la technique, mais si tu peux partager 2-3 choses par rapport à ça. Absolument. Les grandes lignes de la réglementation d'Hydro-Québec, c'est 40 kW de pointe dans le monophasé. C'est une mise à jour qui a été faite en juillet, je pense. Puis jusqu'à 100 kW crête dans le triphasé. Donc ça, c'est première norme à savoir, c'est les normes de puissance. Il faut s'assurer que l'onduleur ou les onduleurs qu'on va utiliser, la puissance nominale ne dépasse pas. Dans le fond, si on fait une demande avec un onduleur plus gros, même si ma puissance de panneau est plus faible, il risque d'être refusé. Donc, la norme est assez standard. Ce qui a été mis aussi, c'est toute la certification des appareils. Ils ont augmenté la certification. En fait, ils ont nommé de nouvelles normes ou de nouvelles certifications que les appareils doivent rencontrer. Donc, c'est important de s'assurer que les appareils qu'on utilise vont le faire parce que jusqu'à tout récemment, certains appareils qui étaient couramment utilisés au Québec, du jour au lendemain, n'étaient plus conformes. Donc, c'est de s'assurer qu'on a ces choses-là. Mais sinon, c'est des appareils qui sont assez couramment utilisés, sont relativement faciles à trouver chez les grands distributeurs ou installateurs au Québec. Donc, il n'y a pas trop d'enjeux pour faire des comparaisons à ce moment-là. Pour revenir sur la soumission un petit peu aussi, j'imagine que là, il faut tout ce qui est rentabilité. Donc, il va y avoir aussi la production solaire basée sur pas mal de facteurs. Comment peuvent des clients comparer ce genre de choses? Parce que n'importe qui pourrait dire, tiens, tu vas produire 10 000 kWh avec une de 2 kg. Oui, exact. C'est sûr que, dépendamment, je dirais, du niveau d'expérience avec l'installateur avec lequel vous faites affaire, il est en mesure soit d'utiliser un outil pour le faire, comme nous, on travaille avec des outils qu'Autonomie, justement, nous fournissent. L'objectif, c'est d'essayer d'évaluer en fonction de l'endroit où on est, en fonction de l'angle, en fonction de l'orientation, puis de rentrer un certain paramètre aussi lié
je dirais, aux affaires qui sont peut-être un peu moins prévisibles. Tu sais, la neige, si j'ai une toiture Surtout au Québec, c'est vrai que c'est un exact. facteur Si j'ai une excessivement toiture qui a important. peut-être tendance à accumuler, ben, Ça fait peut-être que mettre un mes peu de outils, perte ou exact. ouais, ouais. Rendu là, c'est de l'expérience Ouais. aussi, d'être capable de faire des mises en garde, mais c'est d'utiliser des bons outils pour nous permettre de faire le calcul, puis que ce calcul-là soit réaliste. Mmh. Sinon, on a une espèce de flou qui reste là. Tu sais, si Ouais. on utilise des puissances générales, puis tu sais, juste l'orientation, ça fait une différence qui est Oui. assez majeure. Il Tu sais, y a des règles du pouce, mais oui, bon, exact. dès que tu changes un peu l'angle, dès que tu changes l'inclinaison, l'orientation un peu d'ombre, ça peut vite partir. Oui, puis il y a des informations aussi sans utiliser, tu sais, pour le consommateur qui veut peut-être valider les informations, mais tu sais, on peut aller sur différents sites météo, même Environnement Canada, qui Ouais. donnent des données en termes d'ensoleillement PV. Donc, ça nous permet de comparer puis de voir si l'installateur avec qui on souhaite faire affaire, ben, si les données qu'il nous donne. Est-ce qu'il a pas surestimé de Exact. x3 Exact. versus surestimé de 5%, ce qui ne serait pas forcément les mêmes échelles. Ben, c'est ça. Puis aussi de savoir s'il y a un facteur aussi de correction qui a été utilisé. Puis s'il y a des éléments aussi qui nous inquiètent comme utilisateur, tu sais, si on a une toiture, tu sais, des fois il y a l'expérience de l'utilisateur, du client en fait. Si j'ai une toiture qui a tendance à accumuler beaucoup de neige, ben dites-le à votre installateur, à votre expert, parce que il va pouvoir peut-être vous recommander un autre endroit. Il va peut-être pouvoir avoir des conseils par rapport à ça. Puis ce qu'on veut, c'est avoir une estimation qui est réaliste, parce que c'est beau de vendre le système. Après ça, si on veut garder des bonnes relations, c'est le fun de savoir que ça rend le produit, ça rend le service qu'on veut que ça rende. Ça, je trouve que c'est très important parce que moi, personnellement, ayant été installateur et commercial dans le solaire il y a très très longtemps en France, il m'est souvent arrivé en fait de refuser de vendre des chantiers et même d'essayer de dire aux gens: moi, je vais pas vous le vendre parce que il y a une cheminée en plein milieu, parce qu'il y a un arbre, sauf si vous voulez pas couper l'arbre, mais sinon ça produira comme 10% de ce que ça devrait produire normalement. Je vous conseille de pas le faire et surtout, je vous conseille de ne pas le faire du tout. C'est pas que avec moi, c'est que s'il y a des compétiteurs à moi qui passent, et mettez-les un peu dehors aussi en leur expliquant que quelqu'un vous a déjà dit que ça valait pas la peine. Je trouve que c'est important quand même. Absolument. Puis aussi des contraintes parfois au niveau des arbres autour. C'est pour ça que il faut être plus transparent que l'inverse avec l'installateur. Si en tout cas, si la personne avec qui on fait affaire, on lui fait confiance, puis on croit en ses compétences, ben elle va être en mesure de soit nous donner le bon conseil ou en tout cas de trouver des solutions pour que notre investissement soit le plus intéressant possible. Et puis peut-être aussi pour vous dire, on avait fait un épisode déjà là-dessus, mais il y a le guide d'Énergie Solaire Québec qu'ils ont sorti. Donc là, les particuliers peuvent s'y référer. Je vous mettrai le lien en commentaire. Sans aller encore une fois dans le détail, mais ça ressemble à quoi un devis aujourd'hui d'une centrale solaire en termes de puissance à peu près, de prix, de quelque chose de global? Les gens il y a une fourchette qui est environ entre 2 $ et 2,50 $ du watt installé, du kilowatt installé. Du watt installé. Du watt installé, désolé, oui. Sinon, c'est vraiment pas cher. C'est ça, exact. Cette fourchette-là nous permet de savoir si une installation standard se situe. Mais tu sais... C'est quoi les puissances moyennes à peu près installables? On est quoi, 4, 5, 6 kilos, des choses comme ça? Ouais, 5 je dirais 4 et 12. Ça probablement qu'il y a 80% des installations sur toiture, bien sûr, parce que si on va dans des plus grosses installations, on est capable d'aller sur... Faut avoir des plus grosses maisons aussi, exact. Et souvent qui correspondent avec des consommations plus grandes aussi, donc souvent ça fait du sens. Absolument. Pour que les gens comprennent à peu près, si on prend une 6 kilos, on parle de combien de panneaux, que les gens se rendent compte un petit peu sur une toiture? Présentement, les panneaux qu'on va utiliser vont être entre 450 et 600 watts. Donc entre 10 et 15 panneaux, quelque chose comme ça, quoi. Exact. Si on se dit une moyenne de 500 watts par panneau, donc 2 panneaux du kilowatt. Fait que si j'ai un système de 10 kilowatts, qui est un système assez gros quand même pour une résidence au Québec, donc c'est un 20 panneaux, plus ou moins. Règle générale, c'est là que j'ai une meilleure rentabilité aussi. Parce qu'il y a le minimum d'équipement. Ah, tu vois une courbe qui se dessine un peu à partir de absolument. C'est pas beaucoup plus long pour des installateurs d'installer un 10 kW qu'un 6 kW. T'es sur place, tu mets juste un peu plus de temps pour les rails, les panneaux sont là, ça change pas beaucoup. L'onduleur, encore là, l'onduleur coûtera pas 2 fois plus cher parce qu'il est 2 fois plus puissant. La demande de mesurage, le travail, le câble, ces choses-là. Donc oui, il y a une plus grosse rentabilité. Donc l'objectif, c'est toujours d'essayer de rentabiliser l'espace qu'on a. Si on a une surface, on va essayer de prendre, souvent on a quelques panneaux de disponibles rapidement comme installateur. On va essayer de s'assurer que les panneaux qu'on utilise maximisent la surface qui est disponible. Puis après ça,
que le reste de notre, je dirais, notre conception du système ben, est efficace pour éviter justement de faire gonfler le prix inutilement. Par contre, ben, il y a des facteurs des fois qu'on peut pas éviter. Tu sais, si le toit est loin de puis qu'il y a beaucoup de câbles ou si encore il y a des contraintes physiques, il faut surélever les panneaux, on a une toiture plate, il y a différentes... donc là le coût peut vite monter avec des problématiques mais que tu verras au début normalement, que t'es pas censé dire à ton client une fois que tu installes en disant on va pas mettre ça là, plutôt là, en fait ça sera $3000 de plus. Donc, voilà, juste pour dire ça doit pas exister normalement. Non, ben exact. Puis nous, ben c'est une des choses qu'on travaille. C'est pour ça qu'on détaille aussi beaucoup nos soumissions. Ça nous permet de s'assurer qu'on a fait le tour des enjeux potentiels sur un site. Donc, c'est rassurant de savoir que le prix que j'ai entre les mains, ben il est très, très proche de la vérité, à moins d'un problème majeur. OK. Si on va maintenant sur les démarches, on a parlé de deux choses, notamment les municipalités et la demande de mesurage net. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous faites pour ces deux cas? Comment ça se passe pour un particulier? Ben, la première étape, en fait, souvent, c'est de faire la demande à sa municipalité. Donc, tu sais, c'est est-ce qu'il y a une réglementation particulière? Donc, tu regardes peut-être déjà le plan d'urbanisme pour voir s'il y a quelque chose. Oui. T'appelles quoi? T'appelles à la commune? Un peu comme quand je fais une demande de permis de rénovation ou quoi que ce soit. Donc, je fais une demande de permis déjà en partant. S'il y a une réglementation, je m'assure que j'ai pas de contraintes particulières. Oui, que tu respectes tout ce qu'ils t'ont dit. Exact. Ensuite, ben, quelques municipalités vont demander un peu plus d'informations. Souvent, les choses vont être assez claires. Donc, ils vont dire si, exemple, si c'est sur une toiture, ça doit pas être surélevé de plus de tel... Donc, généralement, même quelqu'un je dirais, de peu avisé peut rapidement voir si ça fait du sens par rapport à la réglementation. Tu peux pas aller à l'encontre trop de ça. C'est-à-dire que j'ai vu dans certaines communes où ils disaient, par exemple, vous ne pouvez pas mettre des panneaux solaires sur la toiture qui donne sur la rue. Malheureusement, dans plusieurs cas, cette toiture, c'est celle qui donne au sud, donc tu vas pas les mettre au nord. Il n'y a pas de solution d'essayer de parler maintenant avec la commune en disant est-ce que on peut quand même, ça se fait? Absolument. Ben, en fait, c'est que souvent la réglementation n'a pas nécessairement suivi, dans le sens où il y a encore... C'est vieux. Ben oui, puis aussi, faut aujourd'hui, il y a environ, aux dernières nouvelles, un peu plus de 1000 contrats de mesurage net au Québec. Oui, donc qui ont été depuis quoi, quinzaine d'années? Exact. Ce qui est rien du puis tout. C'est depuis les dernières années, il y en a beaucoup plus, mais ça reste, c'est marginal. Donc, pour les municipalités, ils reçoivent quelques demandes par année. C'est nouveau. Donc, la réglementation, des fois, est là, elle n'est pas nécessairement à jour, mais puis elle n'est pas faite pour les panneaux. Mais non, puis au final, je veux dire, il y en a peut-être eu 10 demandes dans la dernière année. Ils peuvent se permettre d'avoir 10 demandes qui vont évaluer au cas par cas puis accepter au besoin. Mais ça sera, je pense que les municipalités sont au courant aussi qu'ils vont devoir de plus en plus mettre à jour leur réglementation. Puis on le voit là, récemment, on a très peu de difficultés avec les réglementations. Donc ça c'est bon à savoir. Ouais, la grande majorité des municipalités sont très très ouvertes. Puis même quand il y a des enjeux, si les enjeux sont logiques, ils vont généralement. Mais c'est quand même la première étape. T'sais, on ne veut pas qu'un projet soit... T'es rendu trop loin et en fait... c'est ça, on veut éviter des coûts inutiles pour le client. Donc, je pense que la première étape, c'est de s'assurer qu'au niveau de la municipalité, ça respecte toutes les normes. Puis qu'on est capable de demander un permis si on a besoin d'en demander un. Ensuite, pour Hydro-Québec, ben il y a une norme qui est quand même standard. Donc, nous, comme installateurs, si on vous fait un devis, généralement... On est confiant que ce devis-là n'a pas de raison d'être rejeté. Ce qui peut parfois arriver, ce qui arrive de façon très, 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 très rarement, ce serait qu'Hydro-Québec décide parce que le réseau à cet endroit-là n'est pas capable de prendre la production. Donc, c'est plus... Ce qui est rare parce que c'est des petites puissances sur le résidentiel, normalement. C'est pas vraiment le cas. Ça peut arriver peut-être plus dans un système commercial où il y aurait une grosse puissance de réinjecter. Si le réseau n'est pas adapté pour remettre cette quantité-là d'énergie dans le réseau, il n'est pas fait pour, en fait. Il pourrait refuser. Mais dans le résidentiel, ça arrive à peu près pas. Donc, c'est le seul risque environ. Ils vont te demander, c'est tes équipes qui vont déposer ça auprès d'Hydro-Québec de la part de ton client, ou c'est toi qui prépares, qui le donne au client, et c'est le client qui doit déposer? Ben, en fait, nous, on offre ce service-là. C'est pas 100% des clients. Certains vont vouloir le faire eux-mêmes, soit par intérêt, tout simplement, ou par proximité du dossier. Mais règle générale, c'est nous qui s'en occupe. Donc, on fait la demande, on la dépose
avec le client en copie conforme. D'accord. Puis Hydro-Québec, généralement, va contacter le client directement lorsqu'il y a des questions, étant donné que c'est sa demande. OK. Donc, le dossier est attaché au client. Exact. À la maison, au compteur, au numéro d'abonné, Exact. etc. Donc, le dossier n'est pas installé, est pas attaché à un installateur. Puis, Hydro-Québec va pas communiquer directement à l'installateur, à moins d'avoir une procuration ou quelque chose pour le faire. Sinon, ben, il y a toujours nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le fait avec le client. S'il y a un appel à faire, s'il y a un courriel à répondre ou quoi que ce soit. Donc, ça nous permet si jamais il y a une correction ou quoi que ce soit à faire ou des questions supplémentaires, bon, on peut répondre avec le client. Mais, règle générale, autre que le délai, parce que le délai peut être parfois plus long. Ça, on parle de quoi à peu près? Ben, peut-être entre 1 et 3 mois pour l'acceptation de la demande. D'accord. Puis il y a une deuxième étape après ça pour pouvoir réinjecter. C'est un petit rapport de test qu'il faut fournir. Donc, une fois qu'on a été accepté, on peut installer le système. Mais avant de pouvoir réinjecter puis recevoir des crédits. Donc, avant de mettre on, exact. Tu as encore une étape. Exact. Il y a un petit test qu'un maître électricien doit signer, doit confirmer que c'est un maître électricien qui l'a fait, ce test-là, qui permet, en fait, à Hydro-Québec de confirmer qu'on respecte certaines variables, en fait. Donc, c'est quoi? C'est des tests de coupure? C'est-à-dire qu'ils vont tester si le réseau tombe, il faut que l'onduleur se coupe automatiquement en dessous d'un... Exact. Et fait qu'il va demander en fait, d'imiter cette panne pour s'assurer que les valeurs correspondent aux valeurs qu'Hydro-Québec recherche. Parce que le problème qu'il y a aussi avec ces onduleurs-là, c'est qu'il ne faut pas qu'ils réinjectent dans le réseau et qu'ils respectent cette fameuse norme, parce que si l'agent vient réparer la ligne et que l'onduleur continue à produire et à réinjecter sur le réseau, donc à ce moment-là, le réseau tombe, l'onduleur se met en sécurité et jusqu'à ce qu'il voit le réseau revenir, il réinjectera qu'à ce moment-là. Exact. En fait, le test permet à Hydro-Québec de confirmer que c'est installé selon les critères demandés, puis que le temps de réaction est le bon. Donc, avec cette acceptation-là, ben, Hydro-Québec confirme aussi que vous pouvez réinjecter. C'est à ce moment-là qu'on commence à avoir des crédits. Donc, généralement, nous, dépendamment, je dirais, de l'intérêt du client ou en tout cas de sa mesure de valeur, ben, on va être capable de continuer le projet généralement à partir du moment où on a une acceptation d'Hydro-Québec. On va faire l'ensemble du projet. Mais certains clients vont même déjà au début s'assurer de réserver leur matériel. On sait déjà ce qu'on va faire. Mais si jamais, c'est de s'assurer aussi dans nos précautions, qu'est-ce qui arrive avec l'installateur au cas où ça soit refusé. D'ailleurs, c'est un bon point parce que ça veut dire aussi que là, aucun particulier ne peut être installé avant que la demande n'ait été acceptée normalement. Là. Ben, en fait, il peut être installé. Mais si c'est refusé... Exact, c'est ça. Il peut être installé. Il n'y a rien qui empêche de l'installer, mais je ne peux pas réinjecter dans le réseau. Donc, puis aussi, il y a quand même si jamais je ne suis pas autorisé en mesurage net, ça ne veut pas dire que je ne serais pas autorisé en autoconsommation, par exemple. Par contre, les kilowattheures, qu'est-ce qui se pace avec les kilowattheures de surplus? Est-ce qu'ils ne sont pas produits ou est-ce qu'ils sont produits et donnés gratuitement à Hydro-Québec dans ce cas-là? Ben, en fait, c'est que si le réseau n'est pas... Si c'est parce que le réseau serait pas en mesure, c'est pas quelque chose qui arrive là, couramment. Mais hypothétiquement, si le réseau serait pas en mesure de le reprendre, ben, Hydro-Québec voudrait simplement pas qu'on réinjecte dedans. Donc, ça voudrait dire que tu pourrais t'installer du solaire, mais que l'onduleur ne réinjecterait jamais sur le réseau. OK. Fait qu'il y aurait assurément de l'énergie. C'est un cas un peu spécial quand même. Oui, puis c'est pas quelque chose qu'on veut faire non plus. Sinon, ce qui arrive, quand les gens... Puis ça, on voyait ça un peu plus dans le passé, quand c'était installé pour des raisons vraiment plus idéologiques qu'économiques, c'est que les gens voulaient être en autoconsommation pour pas nécessairement être dépendants à 100% d'Hydro-Québec. Ce qui est complexe, on va le rappeler, d'être 100% autonome pour une maison. Puis souvent, ils accumulaient dans des batteries. Servait du réseau aux besoins. Mais aujourd'hui, c'est peut-être pas les systèmes typiques qu'on voit. Couramment, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est j'ai soit un système complètement mesurage net, je réinjecte mon surplus dans le réseau, c'est le plus commun, ou avec un système hybride. Donc, je réinjecte dans le réseau, mais j'ai aussi des batteries. Puis mes batteries me permettent de me protéger en cas de panne, puis de gérer aussi des points. Bon, il y a avec les tarifications dynamiques, on peut se servir des batteries. Fait que c'est peut-être moins dans le côté subventionnable ou en tout cas le côté de l'annonce qui a été faite avec Hydro-Québec, mais c'est encore un besoin que les clients aiment vraiment d'avoir des batteries pour gérer leur consommation. Si je pousse un peu le vis un peu plus loin, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui font du DIY. Est-ce que dans les faits, les clients, s'ils sont
très très connaissants, pourraient déposer eux-mêmes une demande de mesurage net auprès d'Hydro sans installateur en fait. Dans les faits, ils pourraient. Absolument. Ouais. Absolument. La seule chose, par contre, c'est au niveau du raccordement au réseau, puis au niveau du test qu'Hydro-Québec demande. Faut que ce soit un électricien. Ça, on ne peut pas passer à côté dans tous les cas. Mais pour remplir la demande, c'est pas des informations qui sont... tout est trouvable, tout est public. Il y a quand même des plans électriques, des schémas électriques à fournir. Il y a un schéma unifilaire à fournir. Ouais. Mais pour ça, il va hypothétiquement avec quelqu'un qui a une bonne connaissance. Puis dans certains cas, nous, ce qu'on propose à certains clients, c'est de faire le schéma unifilaire uniquement si c'est ce qu'ils veulent. Ouais. Puis tu sais, c'est aussi... T'en as eu quand même des clients oui, absolument. comme ça? Puis des fois, on arrive à quelque part dans un projet qui est déjà amorcé. Tu sais, tu rentres en chemin... Ben, ça, c'est un petit peu une mise en garde aussi qu'il faut donner parfois aux clients ou aux gens qui sont intéressés par le solaire. C'est que des fois, on regarde soit parce qu'on regarde en ligne ou soit parce qu'on est intéressé par un produit puis on achète le produit pour éventuellement faire du mesurage net. Donc, on voit une opportunité sur un panneau, sur un onduleur ou quelque chose comme ça. Puis là, on commence notre projet autour d'un produit ou autour de quelque chose. C'est déjà un peu fait. Exact. Fait que l'enjeu de tout ça, par contre, c'est que des fois, nous, on intervient dans le dossier à un certain moment parce que le client a une contrainte de plus. Tu sais, c'est que si mon système n'est pas parfaitement adapté, on part à l'envers, en fait. Ouais. Donc, ça devient ta contrainte à toi aussi, finalement. Exact. Mais nous, on est ouvert à aider les clients pour ça. Mais c'est pour ça que je dis, ça arrive quand même qu'on va arriver dans un projet qui a déjà été entamé, que le client a déjà fait des démarches de son côté, puis on va juste l'aider à trouver le bon chemin. Et aller jusqu'au bout. Exact, pour se rendre au bout. Fait qu'à ce moment-là, on peut collaborer avec le client pour son besoin. C'est quoi les délais typiques de A à Z, c'est-à-dire du moment où tu rencontres le client et le moment où la centrale est mise en service à peu près? Ben, je dirais... Parce que l'installation solaire, c'est 2 à 3 jours, quelque chose comme ça, selon la difficulté du chantier. Oui, une installation réseau typique, une journée ou 2 jours, c'est pas mal ce qui est la moyenne. À partir du premier contact jusque, je dirais, la mise en service finale et l'acceptation, ça peut être entre 3 et 6 mois, je dirais. Donc, c'est assez rapide, finalement. Oui, mais surtout les délais Hydro-Québec et peut-être des fois l'approvisionnement du matériel dans certains cas, j'imagine. Oui, mais l'approvisionnement, ça peut aller assez bien. Si le client, encore là, tu sais, ça dépend aussi... Si le client est prêt, exemple, à continuer à booker une date... Oui, et d'anticiper, exact, anticiper qu'on va avoir une approbation, mais ça va quand même plus vite que si on dit, OK, on fait une demande, on arrête pendant 3 mois le temps qu'on est... Puis là, à toutes les fois, les délais s'additionnent, si on veut. D'ailleurs, c'est quoi un peu les imprévus qu'un particulier pourrait avoir dans un projet solaire de ce type-là, là? Ben, il y en a quand même très peu, je dirais. Le plus gros imprévu, en fait, ce serait de pas avoir de pas prendre action, tu sais, dans le sens où souvent quand j'ai un devis devant moi, ben les panneaux, les onduleurs, les prix, c'est relativement volatile. Les panneaux, si j'ai un modèle qui est disponible aujourd'hui, il l'est pas forcément dans 2 semaines. Exact, 2 semaines en tout cas, c'est pas si mal, mais des fois, tu sais, on va commencer un projet, exemple à ce temps-ci de l'année, puis finalement, le client va revenir en juillet l'an prochain. Ben là, les panneaux qu'on a mis, ben c'est peut-être plus exactement les mêmes, les dimensions sont plus les mêmes. Fait que là, faut reprendre le projet presque pas de A à Z parce qu'on a l'information déjà, mais peut-être que le prix va changer, peut-être que... Puis si le panneau est plus gros, peut-être que ton VOC est plus élevé, donc tes strings, faut peut-être les modifier. C'est le petit caillou qui fait qu'en fait... Exact. Puis les formats de panneaux peuvent changer juste légèrement, puis finalement, ce qu'on avait prévu arrive plus. Puis là, il faut changer. Ça passe pas. Exact. Fait que c'est pour ça que quand on a le bon projet puis que ça convient, mais généralement, c'est discuter avec nous, tu sais, comment on peut faire pour dire, OK, je voudrais le réserver, je voudrais aller de l'avant, faire la demande, je sais qu'il y a un délai, puis on va se faire un échéancier ensemble pour arriver à bon port avec le bon projet pendant qu'il est disponible au bon prix, si on veut. Je pense peut-être au dernier imprévu qui est la météo, surtout au Québec. Oui. Est-ce que c'est binaire, c'est-à-dire l'hiver, on n'installe pas et on fait tout ça le reste de l'année, ou vous arrivez quand même à... Ben oui, on installe très peu l'hiver. On installe l'hiver beaucoup plus des systèmes de notre côté. En tout cas, c'est des systèmes de backup qu'on fait l'hiver. Donc, à l'intérieur. Les panneaux, surtout sur toiture, c'est très risqué en hiver, même si il y a quelques projets qui peuvent se poursuivre, surtout sur des toitures plates en milieu urbain. Où on est capable de faire des... Tu glisses pas sur une pente, c'est moins dangereux, entre guillemets. Dès qu'il y a de la neige, c'est sûr qu'une toiture de tôle, c'est impossible. Même en automne, assez tard, quand ça commence à
à être un peu humide. Là. Puis ensuite, en été, tu cuis parce que c'est trop chaud. Exact. Mais c'est comme le domaine de la construction au Québec, quand même un peu dépendant de la météo. Puis étant donné qu'on est sur une toiture en plus, ben là, c'est vraiment complètement exposé aux intempéries. Fait que c'est sûr que les projets l'hiver, il y en a une grande majorité qui arrêtent. Donc c'est là où vous préparez? Exact. On se prépare, on prend des devis, on prend des projets, on prévoit notre saison, en fait. Puis, dépendamment si on est réseau ou hors réseau. Si on est hors réseau, ben peut-être que ça va commencer un peu plus tard dans l'année parce que là, on va en forêt. Mais les projets réseau, on est capable de commencer plus tôt. Là. Oui, dans les villes, c'est un peu plus déneigé plus vite, etc. Exact. Donc, on peut commencer quand même dès que le printemps. À chaque année, le printemps est un peu différent au Québec, mais je dirais qu'à quelque part au mois d'avril, les installations peuvent reprendre. OK. Disons que tout s'est bien passé, la soumission est acceptée, Hydro-Québec, l'installation. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du suivi? C'est-à-dire qu'une fois que ça fonctionne, le solaire, c'est génial parce que c'est inerte, c'est pas mécanique. Est-ce qu'il y a c'est quoi les choses à faire ou à vérifier dans les prochains mois et les années d'après? Il y a très peu de choses, je dirais. En fait, à vérifier, c'est de s'assurer que la production est conforme, surtout dans les premiers mois, pour s'assurer que tout va bien, qu'il n'y a pas d'enjeu qu'on n'avait pas évalué. Donc, du monitoring. Donc... Exact, du monitoring. Maintenant, toutes les onduleurs ou à peu près récents. Ouais, ce que j'allais dire, vous, de toute façon, vous monitorez toutes vos installations et votre client. Oui, quand Internet est là puis que le client nous l'autorise, absolument, on monitore. Donc, on va voir la production en temps réel. On va être capable aussi de voir s'il y a un écart entre ce qui a été prévu puis essayer de trouver d'où elle vient, cet écart-là. Ça, je pense que c'est un point important, on peut s'y arrêter. Ça peut être effectivement des erreurs de calcul. Par contre, il faut faire attention aussi, il faut essayer de regarder ça sur des périodes très longues parce que souvent, comme tu disais tout à l'heure, les saisons vont être différentes d'année en année. Oui. Souvent, les logiciels comme le nôtre sont basés aussi sur des moyennes de 20, 25, 30 ans. Ça reste des moyennes. Il suffit qu'on ait une année complètement pourrie, ça peut vite faire une différence, mais l'inverse est vrai aussi. En fait, on peut des fois avoir des années, on est comme 10% dessus et c'est... Oui, c'est sûr que ça reste des modèles moyens. C'est pour ça que quand on dit des écarts, souvent, c'est des écarts qui sont flagrants ou encore quelque chose qu'on voit parfois, c'est je dirais un arbre à un moment précis de la journée où est-ce que entre telle heure et telle heure, il n'y a pas de production. Donc là, pourquoi il n'y a pas de production entre telle heure et telle heure? Ça peut être le genre de choses qu'on... Tu sais, si on fait l'évaluation, nous, on a maintenant aussi des outils pour nous permettre d'évaluer la hauteur du soleil sur place, sur le terrain. C'est génial. Ça, exact. Mais si on n'a pas utilisé ces outils-là ou si ça n'a pas été prévu, ben c'est le genre de choses qui peut nous surprendre parce qu'on a fait notre analyse peut-être à un moment de l'année, puis on arrive au mois de novembre, exemple, au mois de décembre, le soleil est bas, il y a un ombre qui s'est créé, ben là c'est peut-être pour ça que j'ai pas de production. Puis la règle du pouce de dire l'arbre, non, c'est pour ça que ça prend des appareils sur place. Exact. Ça prend des appareils. Surtout si on identifie qu'il y a peut-être des enjeux, ben mentionnez-nous-le, puis on va essayer de voir ces enjeux-là, en tout cas de les prévoir avant qu'ils se manifestent. Est-ce que ça peut être aussi, par rapport à ces enjeux-là, de dire, bon, est-ce que vous voulez couper votre arbre? Non. Est-ce que les solutions de micro-onduleurs ou d'optimiseurs, c'est des choses que vous proposez aussi un petit peu? Absolument. Ben ça, c'est du cas par cas, mais on utilise de plus en plus, surtout avec les appareils... ça dépend de la conception du système, là, mais dans certains appareils tout en un, dans des systèmes hybrides, on prend des grandes banques de panneaux. Donc, ce que ça fait, c'est que si j'ai plusieurs panneaux sur la même banque, ben, j'ai plus de risques que si j'ai de l'ombrage sur un des panneaux, ça affecte le reste. Donc là, d'avoir des appareils qui nous permettent d'isoler, en fait, la puissance, ben, ça fait qu'on a moins... T'isole les problèmes. Exact. Ça permet justement de s'assurer d'une production plus grande à terme là, sur une période donnée. Okay. Donc, faire attention à bien s'assurer que la production est au rendez-vous. Il y a quoi d'autre à faire pour un particulier au fur et à mesure des années? Il y a vraiment, je dirais qu'une des premières étapes, pas des étapes, mais une des premières choses qu'on va observer, c'est la première hiver. Est-ce qu'il y a de la neige qui s'accumule à des endroits qu'on n'avait pas prévus? Une chose qu'on dit souvent, mais qui arrive quand même peu, c'est le nettoyage, surtout en milieu qui serait particulièrement pollué ou du pollen ou du parce qu'il faut quand même revenir à la base là, l'énergie solaire photovoltaïque, c'est la lumière des panneaux. Donc si mon panneau est obstrué de façon majeure par de la poussière ou par une pollution ou du pollen aussi dans certaines régions, c'est sûr que la pluie généralement va quand même, mais tu sais, si on regarde des fenêtres qui sont exposées après quelques années, il vient qu'à se former une genre de couche. Donc il y a quand même un nettoyage qui peut être intéressant, puis c'est un frais qui est assez faible
pour le gain de production. Ouais, et puis faire attention aussi, éviter de le faire soi-même. Et moi, j'ai eu des expériences de mes vies passées, mais souvent, ce qu'on conseille, c'est de nettoyer ça avec de l'eau déminéralisée aussi, d'éviter de passer une mop directement dessus ou des raclettes, ça faut pas, parce que s'il y a des grains ou des cailloux qui passent dessus, on va rayer le verre. Donc, comme tu dis, souvent, certains installateurs ont des services comme ça. Faut pas le faire tous les ans, on s'entend, faut pas devenir débile là, mais toi, tu conseillerais quoi j'imagine visuellement, juste de voir... Exact. Ben, c'est vraiment du cas par cas, parce qu'il y a des endroits où est-ce que plusieurs années peuvent être passées sans qu'on voit vraiment de différence. Mais il y a d'autres endroits où ça, c'est souvent les gens sont au courant. Là. Si eux sont obligés de nettoyer les barres de fenêtres ou ces choses-là assez régulièrement. Si ta fenêtre est comme ça veut dire que tes panneaux en toiture, ils doivent être un peu pareils. Exact. Puis tu sais, souvent aussi, si on est proche d'une rue très passante, il y a aussi... il se fait une espèce de particules volatiles là, quand les voitures circulent, puis des fois ça va s'accumuler. Là. Fait que c'est de voir ce genre c'est de voir ce genre de facteurs-là. Mais, règle générale, ça va assez bien. Les mises à jour de logiciels aussi, ça peut être quand même important. Pour le monitoring. Exact. De s'assurer que maintenant, les onduleurs, même si des fois dans des systèmes hybrides, les onduleurs communiquent avec les batteries. Donc, s'assurer des mises à jour, s'assurer que tout fonctionne encore comme prévu. Fait que de faire une inspection visuelle. Un minimum. Une fois par année, s'assurer que mes mises à jour sont encore là. C'est minimum. Les serrages, peut-être? Comment, les serrages de vis, de câbles. Oui, ça peut être bien, surtout dans des milieux un peu plus hostiles, ça peut être bien. Puis les premières années, encore plus. Là, mais généralement, ça c'est des entretiens qui sont assez mineurs. On va dire. On enregistre ce podcast, on est à peu près mi-novembre, donc on est à 2 semaines d'Halloween passé. On va donc parler un petit peu d'horreur. Est-ce que tu as vu justement des systèmes que tu as dû reprendre ou entendu des choses complètement folles sur des projets solaires ou qui peuvent arriver et qui peuvent être vite dangereux? Dangereux, c'est quand même rare si ça a été fait dans les règles de l'art. Par contre, effectivement, il y en a toujours une fois de temps en temps qu'on voit. C'est quoi comme type de... en fait, c'est des branchements qui sont pas conformes. Souvent, on voit que c'est des installations qui ont été faites par des installateurs qui n'étaient pas nécessairement... Ou pas des installateurs, justement. Qui ne sont pas installateurs. Exact. C'est quoi, des sections de câbles, du mauvais dimensionnement de breakers, toutes ces réponses sont quand même vraies. Règle générale, je veux juste pas... C'est quand même très rare. Ultimement, c'est pas quelque chose qui arrive souvent. C'est important de le dire, je pense. Mais c'est quelque chose qui peut arriver. Puis on a déjà vu des situations... je dirais qui n'était pas recommandable. Donc, s'assurer que la personne qui fait notre installation est qualifiée pour le faire. Aussi, des promesses. Moi, c'est peut-être ça que je vois le plus couramment. C'est peut-être des promesses qui ont été faites qui ne sont pas respectées. Par rapport à quoi? Aux productions? Par rapport à la production, à la proportion... à la proportion de la consommation qu'on va remplacer. De l'économie, en disant... Exact. Tu peux offset 80% alors qu'en fait, tu économises 20%. Exact. C'est que souvent, oui, il y a des enjeux au niveau d'installation qui sont peut-être pas des bonnes pratiques, mais qui vont pas nécessairement rendre dangereuse à court terme l'installation, mais qui sont pas nécessairement conformes, qui sont pas nécessairement qui respectent pas optimal, le ou exact. pas. Ça arrive plus régulièrement. Des choses qui sont vraiment dangereuses, oui, on en a vu quelques-unes, mais c'est vraiment rare. Puis surtout dans le sur-réseau, c'est encore plus rare. Dans le hors-réseau, étant donné qu'il y a beaucoup plus d'installateurs, bricoleurs qui vont les faire eux-mêmes, là, ça peut arriver plus souvent. Ce qu'on voit, par contre, c'est ça, c'est je dirais une évaluation de la situation qui a peut-être pas été faite dans les règles de l'art, qui fait que les gens ont des attentes qui sont peu ou pas réalistes par rapport à la situation. Maintenant, est-ce qu'on pourrait donner quelques conseils justement aux gens qui penseraient à se lancer au solaire, ou ce serait quoi les premières choses à regarder? Comment trouver son installateur? C'est quoi les conseils que tu donnerais à ces gens-là? En fait, ce serait de prendre connaissance première chose de leur consommation. Tu sais, d'essayer de regarder, c'est quoi, tu sais, c'est quoi le potentiel de réduction que je peux faire en amont. Des fois, ça peut être une question intéressante aussi. Là, maintenant, avec ce qui s'en vient, c'est sûr que ça va amener une clientèle aussi qui vient pour des raisons un peu plus économiques. Tu sais, avant, c'était beaucoup plus idéologique. Tu sais, au Québec, l'énergie, même si
même si on veut pas toujours le dire, l'énergie est très peu coûteuse. Exact. Donc, si on revient sur le 6 kg, une 6 kg par exemple, Oui. on parle d'à peu près combien une installation, grosso modo, comme tout à l'heure? Donc, ça ferait entre 15 et 18 000 $, quelque chose comme ça? Ouais, peut-être même À un peu peu près, moins. un petit peu moins. S'il y a pas de batterie, tu sais, si Ouais. je pense que ça peut être entre 12 et 18 000, Ok. là, la fourchette qui serait... Donc, rentabilité à peu près une quinzaine d'années aujourd'hui, entre 15 et 18, c'est un peu les chiffres qu'on a. Même plus bas. Encore plus bas, Ouais. même sans les subventions, là? Oui, On oui, est sans les encore un peu... subventions, nous, dernièrement, on arrive autour de 12-13. Ok. Donc, ce qui veut dire qu'avec des subventions d'Hydro-Québec l'année prochaine, on descend clairement en dessous de 10, là. Absolument, on Ok. est plus autour de 8. Ok. Les évaluations Ok. qu'on fait actuellement, 7-8. Ok. Puis, tu sais, encore là, je prends des installations qui sont quand même dans un contexte Oui, intéressant. standardisé, moyen. Exact, tu sais, c'est sûr Plein que... sud, sans ombre, 30 Exact, degrés c'est sûr, si d'inclinaison. j'ai un S-Ouest Ouais. sur un toit Tu particulier, déneiges de la neige tous les j'aurais hivers. pas ça. Ouais. Mais règle générale, ça, on l'identifie à la première rencontre Ok. rapidement, Ok. si on a vraiment un profil pour ça. La différence, par contre, c'est qu'historiquement, au Québec, si on n'avait pas des conditions parfaites, Mhm. si on n'avait pas quelqu'un qui avait un intérêt particulier pour ce domaine-là, ben, d'un point de vue purement économique, il y a beaucoup de projets qui tombaient à l'eau Mhm. pour ces raisons-là. Bah, pour le fait qu'Hydro-Québec est pas cher, finalement. Exact. Ça prenait vraiment, tu sais, si j'ai une toiture au sud bien orientée, on arrivait à des rentabilités intéressantes. Mais dès qu'on avait des contraintes, ben la rentabilité devenait moins bonne, puis à moins, on en faisait quand même. Mais je pense que là, on tombe dans une ère où est-ce que, c'est annoncé que le prix de l'énergie va continuer d'augmenter, puis c'est raisonnable de penser ça aussi. Okay. En plus, ben là, on a des aides financières qui vont réduire le prix. Donc, je pense que ce côté-là va être de plus en plus intéressant. Pour revenir à ta question sur les choses à prendre en compte, ben c'est ça, prendre en compte sa consommation. Donc, on regarde sa facture hydro, on peut aller sur son compte en ligne. Exact. Après ça, l'autre point, c'est regarder c'est quoi les surfaces qui réalistement sont disponibles. Tu sais, si j'ai des surfaces qui sont qui sont très faibles ou qui sont souvent enneigées ou qui sont mal orientées, ben ça va nous faire plaisir de l'évaluer avec vous. Ouais. C'est de s'assurer que on parle d'un projet qui est réaliste puis qui est faisable. T'sais. On peut le faire pour des raisons purement idéologiques, puis il y a toujours un projet qui est faisable. Ouais. Mais s'il y a un objectif de rentabilité, ben il faut s'assurer qu'on parle des mêmes paramètres au début du projet, puis qu'il n'y aura pas de déception. Oui, il n'y a pas une attente folle. C'est-à-dire que attendez-vous pas pour $500 un panneau solaire pour alimenter une maison entière. Ça n'existe pas. Exact. Mais ça, les gens sont de plus en plus informés. Ouais, tu le vois que ça change absolument, un petit peu? C'est vraiment incomparable. Il y a quelques années, on arrivait souvent avec des attentes qui étaient élevées par rapport à l'énergie solaire. Ben en fait, élevées de façon démesurée, qui était, si c'était aussi beau, probablement que tout le monde en aurait, Fait qu'il faut quand même rester réaliste dans nos attentes. Mais si on vise un 12 à 15 ans de rentabilité avant subvention, c'est absolument possible au Québec aujourd'hui. Mais ça prend un contexte qui est intéressant. L'autre chose qu'on va souvent demander aux gens, c'est une idée de leur budget quand même. Ouais. Ou de leur peut-être capacité d'emprunt aussi, peut-être dans certains cas. Oui, ça peut, toutes les variables qui sont liées au budget, là, mais c'est pas le but de cette question-là. En tout cas, de notre côté, je parle pas pour les. C'est pas d'augmenter ton prix. Non, mais c'est ça. C'est pas d'aller s'assurer de prendre l'entièreté du budget. C'est de s'assurer qu'on a un potentiel qui fait du sens avec les attentes qu'on a. Si j'ai 5 000 $ de dépenses en énergie, puis que je veux mettre 5 000 $ sur mon projet, ben faut s'assurer. On peut mettre 5 000 $ sur le projet, mais vous n'allez pas couvrir 5 000 $ par année d'énergie. Ouais, et si c'est ton chalet et qu'en fait tu dépenses 1 000 $ par an, ça vaut vraiment le coup de mettre du solaire aussi, par exemple. C'est toutes sortes de questions qu'il faut se poser. C'est pour ça que quand on arrive en début de projet, on va poser des questions assez standards. Puis le but, c'est pas d'être intrusif inutilement. Il y a une raison à chaque question. Fait que soyez transparent avec la personne de confiance. Une autre chose pour s'assurer d'avoir un installateur, on a l'expérience, c'est à prendre en compte, mais aussi les qualifications. L'expérience, il y a un nouvel installateur, il y a toujours un moment où il est nouveau. Bien sûr. Il faut commencer quelque part. Exact. Donc, c'est pas l'objectif, c'est pas de dire que parce qu'on vient de commencer, mais
est-ce qu'on a les compétences pour le faire, les qualifications pour le faire? Est-ce qu'on a été formé? D'où vient notre expérience, en fait? Puis donner des recommandations peut-être en disant, des regardez, voilà des références, voilà tel client que j'ai installé, vous pouvez l'appeler pour vous assurer que le travail était bien fait. Des références, puis tu sais, l'instinct est souvent quand même pas mauvais là-dedans. Tu sais, quand il y a des raisons de croire que si sur 2-3 soumissions, ben il y a vraiment il y en a une qui paraît vraiment trop belle par rapport aux autres, ben ou off vraiment, peut-être de questionner un peu plus pourquoi on arrive ça. Ça veut pas dire que c'est faux, mais il y a peut-être matière à creuser un peu plus. Là, tu parles, t'as nommé 3 soumissions. Est-ce que ce serait ce que tu recommanderais de faire à peu près 3 Ben, je pense que dans un processus, ça peut, tu sais, ça peut donner un échantillon qui est raisonnable. Faire une moyenne, comme tu dis, de voir est-ce qu'il y en a un qui est complètement... Ouais, puis tu sais, même je dirais comme professionnel dans un domaine, je pense que c'est quand même intéressant de s'assurer que la personne avec qui on travaille est rassurée par rapport à ce qu'on lui donne comme information. Puis en même temps, ben si ça clique avec quelqu'un, il y a des références. Vous avez été, je dirais, vous connaissez un projet qui a déjà été fait, ou vous avez assez de données pour vous rassurer. Je ne dis pas qu'à tous les cas, faut aller faire des soumissions pour en faire plus. Oui, ou passer 6 mois à essayer de vraiment... Exact. S'il y a des raisons de croire que vous avez fait affaire avec quelqu'un de confiance, le prix est là, que les disponibilités sont là, que les réponses à vos questions sont répondues, ben je dis pas d'aller faire des soumissions pour en faire. Puis, tu sais, il faut s'assurer aussi que c'est pas juste le prix notre seul critère. Tu sais, c'est comme n'importe quoi, là. Je veux dire, on se magasine un véhicule, il peut avoir les mêmes caractéristiques sur papier, mais en pratique, comment je vais passer mon câble à l'intérieur de votre toiture? Comment je vais étancher ma toiture aussi, c'est important. Est-ce que je respecte les bonnes pratiques électriques? Est-ce que je fais affaire avec des électriciens? Est-ce que j'ai ma licence RBQ? Il y a plein de choses qui font en sorte que je peux avoir un écart de prix qui n'est pas seulement dû au matériel, mais mon livrable, le produit que je vais avoir. Parce qu'il faut comprendre que généralement, les produits comme tels, la plupart des gens qui travaillent et qui ont un certain volume dans le domaine de l'énergie solaire vont être relativement comparables, avec un écart qui peut être là, mais qui n'est pas si grand. S'il y a des écarts de prix, des fois, ça peut être parce qu'il y a beaucoup plus de services puis de choses qui sont incluses à l'intérieur de l'offre qu'on reçoit. Fait que c'est de s'assurer de comparer des pommes avec des pommes aussi, comme on le disait au début, là. Avant de se quitter, est-ce tu pourrais nous donner ton aperçu de qu'est-ce que tu attends d'un peu du futur du solaire au Québec, que ce soit de la part de nos amis d'Hydro-Québec ou des futures années? Ben, notre souhait, c'est que ça fasse partie du mix énergétique, que ce soit, au Québec, l'énergie solaire a été historiquement très négligée. Là, tous les facteurs sont là pour que ce soit, au Québec, on a un besoin en énergie qui est annoncé. C'est grandissant. Exact. Ce qui n'était pas le cas, ou en tout cas qui était peut-être moins prévisible il y a 5-10 ans. Il y a beaucoup d'industries qui s'installent ici parce que le kilowattheure est pas cher. Il y a aussi toute l'électrification des véhicules aussi qui contribue à cette augmentation. Exact. Fait que, tout est là pour que le besoin continue d'augmenter. Donc, c'est une énergie qui a fait ses preuves, qui coûte peu cher à mettre en place. Puis aussi, idéologiquement, c'est intéressant parce que on demande, Hydro-Québec, c'est une société d'État quand même, puis c'est intéressant d'avoir des gros projets de société, de barrages, puis tout ça, mais c'est aussi intéressant de voir que sans briser le modèle d'Hydro-Québec, ben, des particuliers peuvent eux-mêmes investir Très bon point. pour essayer d'améliorer ce réseau-là puis de donner d'autres sources d'énergie. Donc, c'est une autre vision, en fait, de la façon de distribuer. Ben, pas de le distribuer, mais en fait, de l'amener au... Vu que c'est de l'énergie décentralisée et qu'en fait, réalistiquement, il parle de 125 000 projets résidentiels sur 10 ans, la réalité, elle est que c'est pas énorme pour un réseau. C'est-à-dire qu'on parle pas de 125 000 résidences sur un même lieu. Non. C'est dispatché à travers le Québec. C'est des petites centrales, je dis entre 3 et 10 ou 12 kilos. Sur un réseau, normalement, c'est censé pouvoir passer la plupart du temps. Donc, et comme tu dis, et là, ça va contribuer à enlever le stress de ce réseau. Donc, je trouve un peu comme toi que l'énergie décentralisée, c'est une vraie opportunité pour Hydro-Québec aussi. Puis aussi, c'est un investissement qui est privé, en fait. On aide un peu un propriétaire à investir pour rendre le réseau plus résilient d'une certaine façon. Donc, il y a quand même quelque chose d'intéressant là-dedans qui est pas des grands investissements, puis ça se déploie
ultra rapidement. Oui, absolument. Donc, c'est vraiment facile de... Tu sais, tantôt, on parlait d'une installation. En fait, c'est pas l'installation qui est longue. Tu sais, si quelqu'un, en règle générale, voudrait faire un projet en dedans d'un mois, du premier téléphone à l'installation... Pour peu que tu aies le stock dans l'entrepôt, la semaine d'après, tu t'installes, c'est terminé, quoi. Exact. C'est pas l'implantation qui est longue. Tu sais, c'est de passer toutes les étapes, en fait, qui sont normales aussi, parce qu'il faut respecter certaines normes et montrer pas de blanche à Hydro-Québec. Mais par contre, ce qu'on prévoit, puis ce qu'Hydro-Québec aussi tente de nous communiquer, c'est qu'étant donné que ce département-là de demande de mesurage net va devenir beaucoup plus grand dans les prochaines années, ben il risque d'être plus rapide et plus efficace aussi. Tu sais, en ce moment, c'est marginal. Donc, est-ce que tu mets un département ultra efficace pour quelques centaines de demandes? Non, mais là, on prévoit 125 000 pour les 10 prochaines années, donc c'est plus de 10 000 par année éventuellement. Donc, il va falloir que je dirais, cette démarche-là se fasse de façon quand même efficace. D'ailleurs, là, on parle d'Hydro-Québec, mais il n'y a pas que Hydro-Québec au Québec. Il y a aussi d'autres fournisseurs d'énergie. Il y en a quoi, une dizaine, quelque chose comme ça? Oui, ben il y a des... nous au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a déjà plusieurs, là, tu sais, Alma, Jonquière, qui sont des fournisseurs locaux d'énergie. Donc, ça reste le réseau d'Hydro-Québec, utilisé par un autre fournisseur d'énergie, c'est ça? Plus ou moins, en fait. C'est, il y a vraiment un réseau, comme, tu sais, si on va à Alma, c'est vraiment Alma qui gère son propre réseau. OK, en fait. Qui entretient, Exact. Okay. Ils vont, par contre, s'approvisionner en partie chez Hydro-Québec, mais c'est pas le cas pour tout, là. Il y a aussi certains... chaque, je dirais, distributeur local a ses enjeux. Donc, le mesurage net se passe comment avec ces fournisseurs-là? Est-ce que tu fais quand même ta demande de mesurage net à Hydro-Québec? Non. En fait, c'est vraiment aux fournisseurs directement. De plus en plus, ils se conforment aux mêmes standards qu'Hydro-Québec. D'accord. Mais il y en a qui ont peu d'expérience puis qui vont le faire presque au cas par cas, là. C'est quand même assez... puis il y a quelques années, tu sais, c'est pour ça qu'il y a quelques années, il y a encore plusieurs de ces distributeurs-là qui n'acceptaient tout simplement pas le mesurage net. Ils disaient non, on veut pas. Exact. Maintenant, ils le font, la plupart, mais ils vont utiliser les mêmes réglementations. Du copier-coller un peu qu'Hydro-Québec. Est-ce que les délais sont peut-être plus long, j'imagine, parce que non, pas nécessairement. C'est un peu pareil. Mais en fait, il y a un avantage, par contre, des fois, à ces petits réseaux-là, c'est que le client a peut-être un peu plus de tu peux les appeler facilement. Ouais, exact. Il y a peut-être un peu plus de transparence là-dessus, mais c'est du cas par cas. Encore là, dans certains cas, ça va super bien, dans d'autres, peut-être moins, puis je suis pas sûr de les avoir toutes contactées non plus. Donc, peut-être qu'il y en a quelques-uns qui sont plus complexes, puis c'est peut-être plus marginal aussi. Puis peut-être aussi, pour finir, il y a évidemment les subventions qui vont aider aux rentabilités de ce genre de projet, mais il y a aussi le fait que dans cette loi, il y a aussi l'augmentation sur les prochaines années du prix de l'énergie pour les résidentiels. Et ça, c'est une bonne chose pour nous. C'est-à-dire que plus le coût du kilowattheure résidentiel va augmenter d'achat, plus le solaire sera rentable. Alors, c'est une mauvaise nouvelle pour les particuliers, qu'on est aussi d'ailleurs, que nous sommes, hein, mais pour des installateurs de panneaux solaires, c'est une bonne chose, que ça veut dire que la rentabilité du solaire va aussi être plus élevée, quoi. Ouais, puis tu sais, idéologiquement, il faut se la poser la question, je pense, si on veut y aller d'un point de vue philosophique un peu quand même, mais on veut tout diminuer notre facture, mais au final, tu sais, c'est une question, tu sais, en termes d'efficacité énergétique, est-ce que de réduire la facture au minimum, tu sais, on dit qu'on a une énergie verte, tu sais, qui est renouvelable, elle a un coût, elle a une valeur. C'est pas pour ça qu'il faut la gaspiller non plus. Exact, tu sais, je pense que c'est aussi au niveau de la valeur, ben, si on veut s'assurer que cette valeur-là soit respectée, je pense que de payer le juste prix, c'est pas une mauvaise idée. Par contre, ben, on comprend qu'idéologiquement, au Québec, on a décidé de la rendre accessible. Le but, c'est pas qu'elle devienne inaccessible, mais si le fait de monter le prix, ça permet d'introduire des nouvelles technologies. Puis d'avoir peut-être moins de panne aussi, parce qu'on entend souvent, c'est un peu un double discours, c'est on veut pas payer plus, mais on est les premiers, et je me mets dedans, à râler dès qu'on a une panne de courant aussi. Mais le problème, c'est que l'un ne marche pas sans l'autre. C'est-à-dire que si à un moment, si on veut moins de panne, alors il y a les dérèglements climatiques, c'est encore autre chose, mais si on veut moins de panne, il faut un réseau plus entretenu, peut-être enterré dans certaines zones. Pour ça, il faut aussi que il faut payer. Faut quelqu'un paye à un moment de toute façon. Exact. Mais tout ça ensemble nous amène vers un nouveau paradigme, tu sais, qui va faire que oui, peut-être l'énergie va nous coûter un peu plus cher, mais
le fait qu'elle coûte un peu plus cher, ça nous permet de la respecter peut-être un peu plus, Ouais. puis d'utiliser des mesures qui nous permettent d'être plus efficaces. Puis au final, si on avait un souhait à faire, je pense que c'est justement de prendre conscience De la valeur de d'un la valeur de kilowattheure, en ça, fait. exact. Ouais. Je pense qu'on va se quitter sur ces belles paroles philosophiques, plein de bon sens. Je rappelle donc le site internet d'Altenergy, www.altenergy.com. Exact. .ca. .ca, Oui. parfait. Vous êtes à Alma, donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez me les envoyer à Altenergy. Et puis peut-être qu'on se retrouvera encore dans un an pour un nouveau podcast. Absolument. Quand les subventions On aura sûrement seront plein de ici. sujets à jaser avec vous. Parfait. Merci beaucoup Fred pour ton temps. Merci à toi. Merci à toutes et à tous et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Bye.